Le fameux. Alors, c'est vrai que d'ici, nous, on est fiers hein, en France d'avoir le Mont Blanc, parce que c'est quand même la plus haute montagne d'Europe et tout, et tout. Donc ça, c'est quand je randonne autour du Mont Blanc, hein. Mais on n'a pas la fierté d'avoir une montagne au centre de notre ville. Alors là, je vous dis, un grand respect. Il y a pas à dire. Donc voilà, du coup, le Mont Blanc, on a l'aiguille du Midi ici. Voilà. Des petites randos sympathiques. Si un jour vous passez par Lyon, n'hésitez pas. Bon, euh, alors je ne savais pas trop quoi présenter aujourd'hui. Je me suis dit, je vais présenter un petit peu euh, mon parcours et ce qui m'amène aujourd'hui finalement à parler du jumeau numérique. Et pourquoi dans les jumeaux numériques on a besoin du génie logiciel. Euh, alors vous verrez chaque fois une petite citation d'un alpiniste. Vous verrez que à un moment, la montagne fait partie de mes passions. Juste derrière, vous verrez, c'est ce qu'on appelle les Grandes Jorasses. C'est une chaîne de montagnes où l'alpinisme est né, finalement. Donc, des jolies montagnes. Il est mort comment? Walter, il me semble que c'est pas super chouette, mais euh, voilà. Alors, du coup, j'ai eu un doctorat par là entre 2008 et 2012, hein, en vrai en 2011, et puis ensuite j'ai fait. Donc, c'était avec Stéphane Lucas, certains d'entre vous le connaissent, à l'INRIA de Lille, dans le nord de France. Ensuite, je suis allé faire un postdoc avec Xavier Blanc, peut-être que vous le connaissez aussi. Euh, Ça reste quand même des professeurs assez reconnus, voire clairement reconnus dans le domaine. À ce moment-là, je travaillais sur l'analyse d'architecture des systèmes orientés objets. Donc, on est vraiment dans le génie logiciel, on prend des systèmes orientés objets, du code source, et puis on bricole tout ça, on fait de la réingénierie, de la remodularisation. Euh, et puis en 2012, j'ai eu un poste à l'école des mines de Douai. Je suis remonté dans le nord de la France. Euh, et là, on m'a dit, OK, c'est bien, tu fais du génie logiciel, mais nous, en fait, on fait de la robotique. OK. Alors, la robotique de service, hein, ils font aussi de l'automatique, hein, de la vraie robotique. De la robotique de service, c'est de la robotique, des robots qui roulent là, en autonomie dans nos salles. Et on dit, bah, faut que tu fasses quelque chose entre tes compétences et puis la robotique. Je dis, bah, ça va être sympa. Alors, j'en reparlerai après parce que c'est vraiment sympa de faire du génie logiciel sur de la robotique. Parce que quand vous voyez comment. Il y a des automaticiens dans la salle? Non, je peux taper dessus, hein. Comment? Quand vous voyez comment un automaticien code, ça fait vraiment peur de notre point de vue. Vraiment. Du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Et là, en fait, on a trouvé le moyen de faire de la conception orientée objet et puis transformer tout ça en FPGA. Donc, c'est assez marrant parce que on a un langage, un Smalltalk. Euh, donc, c'est un langage complètement orienté objet, dynamique. Et de ce langage complètement orienté objet, dynamique, eh ben, en fait, on compilait du FPGA. Voilà, donc c'était plutôt sympa. C'était pas très optimal, mais au moins on était dans notre langage et puis on arrivait à coder des choses. On a travaillé sur des bancs de simulation multi-robots. Donc là, c'est pareil, à partir du moment où en génie logiciel, ça paraît simple des fois. Et en fait, on se rend compte que des bancs de simulation, bah, c'est pas automatique. Chez les automaticiens, plutôt, on a un robot, on va faire en sorte que le robot fonctionne. Par contre, la généralisation, elle n'est pas automatique. C'est pas forcément dans leur état d'esprit. Et du coup, on est allé sur une méthodologie de test pour la robotique, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bah, tiens, test-driven development. Ah, ah, ok, c'est normal chez nous, c'est normal. Et si on faisait ça sur un robot? Eh bien, le test-driven development sur un robot, ça marche bien. Ça marche super. Pardon? Tu casses beaucoup de robots. Alors, justement, on fait en sorte de ne pas trop les casser, mais ce qui est marrant, alors je vous en parlerai après de cette partie. Et puis, du coup, après, en 2012, j'ai dit, bon, le nord de la France, c'est un petit peu froid. Alors, c'est vrai que d'ici, c'est pas un truc à dire, mais bon, c'est plus vieux et il fait froid. Donc, j'ai voulu redescendre un peu plus à Lyon pour être plus proche de la montagne, hein, toujours. Et là, j'ai intégré une équipe qui travaille sur les systèmes d'information. Systèmes d'information dans les systèmes de production. Donc là, on ne fait pas forcément de la robotique, quoi, c'est intégré. Les systèmes de production, c'est bien
grandes lignes qui permettent de prendre une matière première, de la transformer jusqu'à avoir un produit fini et de maîtriser l'ensemble de cette chaîne-là, d'un point de vue production, d'un point de vue système d'information. Et moi, j'arrive là-dessus avec du génie logiciel. Donc, on construit des architectures systèmes d'info interopérables et du monitoring de systèmes distribués, de la supervision de jumeaux. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et puis, trois petits points parce que là, on n'est pas à la. Alors, les activités de recherche se placent dans un contexte qu'on connaît plutôt bien, les lois de Lehman, c'est-à-dire qu'un logiciel, il est en changement continu, il est en croissance continue, et ça implique forcément qu'on a une complexité croissante et que la qualité décroît. Si on n'y fait rien, si on ne fait pas attention à ça, forcément, on augmente la complexité et on a une qualité qui diminue. Forcément, quand on parle de système d'information, c'est assez marrant, parce que moi, je voyais le système d'information comme un système informatique. C'est un système informatique, hein, un SI. C'est un système d'information, c'est un SI aussi. Mais ça, c'est ma petite vue de génie logiciel. Et quand je suis arrivé au laboratoire, on m'a dit, mais non, un système d'information, ce n'est pas du code source. C'est un truc qui est utilisé par les utilisateurs, qui permet d'aller plus vite dans son métier. Et donc là, on m'a complètement ouvert l'esprit sur la notion d'usage. C'est-à-dire que moi, mon système d'information, c'est mon produit. C'est ce que je vais créer. Alors qu'en fait, dans un système d'information, dans une entreprise, c'est juste un outil. Et donc, dans le laboratoire, on travaille sur ces deux choses en même temps, ces deux visions en même temps. Du coup, on se rend compte que finalement, un système d'information, c'est composé d'artefacts concurrents, distribués. Le système d'information, il peut être informatisé ou pas. Il peut être papier, ça peut être des personnes. Enfin, le système d'information, c'est quelque chose de très, très vaste. Au-delà de celui qu'on considère uniquement dans le génie logiciel, c'est-à-dire la partie code source. Et du coup, on se retrouve en fait dans ce qu'on appelle un système de système, et ça encore, hein, dans le génie logiciel, on sait bien ce que c'est. On a une indépendance opérationnelle, une distribution géographique, et puis un système peut évoluer sans le système de système et mettre un petit peu le bazar dans tout ça. Et donc là, dans nos systèmes de production, clairement, on est dans ces systèmes. Alors, travaux de recherche autour de tout ça se situent sur tout le cycle de vie du système. C'est-à-dire qu'on prend la partie conception, on va l'exploiter, on va faire de la supervision sur cette exploitation, et puis on va évidemment faire de l'évolution et de la maintenance. Alors là, pour le coup, là, je me retrouve bien dans mes travaux de thèse, notamment avec Stéphane Lucas. Donc, sur la partie conception, on va décrire de manière précise les exigences. C'est là qu'on est le plus en lien, nous, d'un point de vue génie logiciel, c'est là qu'on est le plus en lien avec l'utilisateur. L'objectif, c'est quand même, au moment de la conception, d'avoir le maximum de réutilisation. C'est bien que le copier-coller, c'est pas très bien. Et puis, du coup, la réutilisation au maximum. C'est pas forcément vrai sur les systèmes de production, parce que autant en génie logiciel, on est sur des artefacts complètement immatériels, c'est facile à faire. Et dès qu'on rentre dans le système de production, du coup, c'est moins évident. C'est-à-dire que si on doit dupliquer, on prend la machine, on la duplique réellement. Et donc, le système d'information, comment lui, on le duplique? Parce qu'il doit être lié à l'image du système de production. Ça pose pas mal de questions. Sur l'exploitation et la supervision, on va analyser, identifier l'évolution de l'architecture du système, les problèmes pouvant survenir, à partir des données, des événements. Donc, les données vont remonter du système de production, passent dans le système d'information, et on espère à un moment pouvoir remonter ça à un niveau supervision pour pouvoir ensuite prendre des décisions. Donc là, il y a pas mal de choses à faire, parce que souvent, les choses remontent et puis s'arrêtent à un moment. On connaît ça dans le génie logiciel, hein, sur les erreurs, la gestion des erreurs. Il suffit que l'erreur remonte et puis que finalement, on ne la lève pas. Tout va bien ou tout va mal. Mais en tout cas, il faut savoir remonter ça. Et après, l'évolution et la maintenance, c'est tout ce qui est adapter les méthodes de vérification, de validation au système cyberphysique.
Les systèmes cyberphysiques, c'est les systèmes qui sont construits d'une partie capteur, d'une partie actionneur, avec du traitement de données à l'intérieur. Et donc là, on est vraiment dans le système de système, où on a du matériel, du logiciel, du traitement dedans et de l'exploitation de données. Bon, quelques exemples là-dedans. Et puis ensuite, je vous invite à interagir hein, sur ces exemples-là. Un exemple qu'on a réalisé là en 2020, c'est assez récent. On a construit un framework permettant la collecte de données sur les architectures orientées événements. Architecture orientée événements, c'est notamment AMQP. Aujourd'hui, on parle beaucoup de MQTT. MQTT pour les systèmes IoT, c'est le truc qui monte bien, tout le monde travaille dessus. Pourquoi? Parce que c'est une architecture extrêmement légère, facile à mettre en place. OK, super, mais on ne comprend pas tout ce qui se passe. C'est-à-dire que sur une architecture MQTT, vous pouvez avoir un élément qui vient se connecter et vous n'avez aucune visibilité dessus. Du coup, avec une entreprise, on s'est dit, tiens, ce serait quand même bien de comprendre l'architecture qu'il y a derrière. Et OK, j'ai des nœuds qui peuvent se connecter, des nœuds qui peuvent se déconnecter, des nœuds qui pourraient envoyer trop de données, des nœuds qui viennent capter de l'information alors qu'on ne leur a pas demandé de capter de l'information. On a la notion de sécurité là-dedans, il y a la notion de piratage peut-être. Il faut peut-être qu'on arrive à comprendre un petit peu tout ça. Donc en fait, on a capté tous les éléments. On est allé faire des modèles de données. Et là-dessus, on a utilisé un système de versionning du modèle, de l'architecture, qui nous permettent ensuite de visualiser finalement l'évolution de l'architecture. C'est-à-dire que sur plusieurs temps, on va pouvoir dire, OK, là, à ce moment-là, j'ai 8 nœuds qui sont organisés de telle manière, je capte l'information d'un nœud et pas d'un autre, et puis à T2, finalement, l'architecture est différente. Est-ce que le mot, c'est architecture ou topologie? Ah, alors, ça peut être. Je préfère le côté. Oui, ça pourrait être topologique. C'est une bonne question. C'est topologie, plus que l'architecture. Et donc, tout ça, on le passe dans la visualisation et puis on fait de l'analyse de modèle. Finalement, tout ça, c'est remonter au niveau modèle. On en crée des modèles, on en crée des versions. Et puis on va pouvoir naviguer au sein de ces modèles. Ce qui nous permet finalement d'avoir le cycle de vie de chacun des éléments. Et du coup, de pouvoir, ça c'est le modèle, c'était histoire de montrer que bon, on fait des boîtes et des flèches et c'est super, c'est super. Alors, deuxième exemple, qui a finalement rien à voir, c'est l'automatisation des tests sur les CPS. Donc là, je vous disais tout à l'heure, on fait des tests du TDD sur des robots. Alors, Test Driven Development sur des robots, c'est marrant. D'où ça vient? En fait, à l'école des mines, on avait des robots. Hein, les robots, ils sont hauts comme ça, là, ils sont sur roues. Ça navigue, il faut faire attention, ça fait 30 kilos, ça peut rouler sur les pieds, c'est pas très agréable. On n'a pas envie non plus qu'ils rentrent dans un mur, enfin bon, tout ça. Et puis, on s'est dit, OK, on va prendre ces robots, on va développer un truc dessus. On développe, alors toujours sur notre environnement Smalltalk, hein, Faro, on crée notre framework, on passe quelques jours à développer le truc, on lance notre premier test. Le premier test, il était simple, hein, avance d'un mètre. Et le robot, il fait ça. Il tourne. Je dis, mince, c'est pas vrai. On repositionne, tirez le robot, hein, 30 kilos, le truc, vous le repositionnez, vous relancez, et là, le robot, il tourne. Bon, OK. Le robot, il est neuf. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc, on dit, OK, ce n'est pas un problème matériel, c'est forcément un problème de notre côté. On regarde et tout, on dit, bon, OK, on va commencer à faire des tests. Et du coup, on ne l'a pas fait en TDD, on a fait des tests après. Mais l'idée est venue. Donc, l'idée, c'était de dire, finalement, comment je teste un robot? La première chose que je veux tester, c'est les capteurs. Première chose, c'est les capteurs. Il faut que les capteurs fonctionnent. Si les capteurs ne fonctionnent pas, le robot est dangereux. Ensuite, je vais tester les actionneurs.
Ok, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que comment je teste un capteur? Là, si je mets le robot ici, je vais tester mes capteurs. Comme je suis en mouvement, les capteurs donneront des indications différentes. Donc, ce n'est pas possible. Donc, la première chose, c'est de dire, je vais travailler en environnement statique. Et euh, est-ce que je connais l'environnement? C'est-à-dire que moi, en tant que testeur, je le mets dans un environnement statique, c'est-à-dire que je le mets dans une caisse de 1 mètre par 1 mètre. Mais la caisse, je connais l'environnement, donc je sais que le robot est dans une caisse de 1 mètre par 1 mètre. L'environnement est statique, c'est-à-dire rien ne bouge, je teste mes capteurs, ok, il me renvoie 30 cm de chaque côté, on est bon, plus ou moins, plus ou moins 30 cm en fait, ça dépend des capteurs. Ça donne ça en fait. Ouais. Donc vous avez le robot qui est là et vous mettez la caisse autour, puis vous testez les capteurs. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tester en environnement dynamique, c'est-à-dire que vous allez passer des choses devant les capteurs et vérifier que le capteur varie bien. Encore une fois, hein, dans un environnement statique, c'est bien. Le capteur renvoie 30, pas de souci. Mais ça se trouve, il renvoie 30 même si j'enlève tout. Donc là, il faut aller tester l'environnement dynamique. Et après, on va tester les actionneurs. Donc là, on va mettre les robots dans les couloirs, statiques, rien ne bouge, et puis on essaye. Et ainsi de suite. Et on a défini 5 niveaux comme ça, jusqu'à tester le robot dans son environnement réel. Et puis on lance les tests. Et les tests, vous avez un prérequis. Le prérequis, c'est de mettre la caisse autour du robot. Donc il y a quand même, c'est pas tout à fait automatisé, euh, mais semi-automatique. Donc c'est pas mal. Alors du coup, bon, on a fait tout ce process-là. Ce qu'on a identifié là, je vais quand même finir mon histoire. Mon robot, il tournait quand même, hein. Et bien simplement, la roue était trop serrée et elle frottait sur la carlingue du robot. C'est-à-dire que c'est un problème de conception du fabricant qui nous a livré un robot neuf, mais pas fonctionnel. On le renvoie chez le fabricant, on leur dit, bon, il y a un problème de roue. Il n'y a pas de problème, 2 mois. 2 mois pour avoir le robot, on leur dit, c'est pas possible, il fallait juste desserrer la roue. Au bout de 2 mois, ils nous renvoient le robot. Nous, pendant ce temps-là, on a eu le temps de faire des tests, de rédiger des tests. On reçoit le robot, on leur dit, vous l'avez testé, hein? Ouais, ouais, on l'a testé. Pendant 2 semaines, on l'a testé. Intéressant, ça. 2 semaines de test. Ouais. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On reçoit le robot, on teste 15 minutes. 15 minutes, on a identifié qu'il y avait un capteur qui n'était pas connecté, la caméra qui était un peu de travers, donc qui envoyait une bande qui n'était pas correcte, et puis je crois que c'est à peu près tous les heures, en 15 minutes. Mais il allait tout droit. Donc on leur a renvoyé notre rapport, ils nous ont renvoyé des capteurs avec un technicien qui est venu intervenir sur place. Alors, vous imaginez le truc, on leur dit, mais 2 semaines de test, vous faites quoi pour tester les robots? C'est intéressant quand même. Et bien en fait, ils prennent le robot, ils le font tourner dans une pièce, et puis si le robot n'a pas de problème particulier, on considère que c'est OK. Bon, vous voyez qu'à un moment, en tant que génie logiciel, je me suis dit, mince, les automaticiens codent vraiment comme. Cela dit, on a réussi à résoudre le problème. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que ces tests-là, on a testé sur un robot, on va l'utiliser un peu plus tard sur les projets qu'on est en train de mener actuellement, sur des lignes de production. Donc voilà, du coup, globalement, quand on lance le test, comme il y avait la notion de prérequis, oui. Ah oui, vas-y, Ouais. En fait, comme il y a une notion de prérequis, quand je lance un test ici, avant de lancer celui-là, je lance forcément tous ceux précédents. Donc il y a cette notion de hiérarchie de test qu'on doit faire parce qu'on a du matériel. Oui. Est-ce que je peux revenir sur la slide 10? Alors, c'est quoi? Ouais, là, tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des pièces qui ne passaient pas et que du coup, vous avez détecté que c'était un capteur particulier qui ne pouvait pas fonctionner. À quel moment, est-ce que ça se dit, est-ce que vous avez réussi à déterminer le capteur précis ou est-ce que vous avez vu qu'il y a un problème de capteur et du coup, vous avez testé ensuite chaque capteur Ouais, ici, en fait, on teste chacun des capteurs. À ce niveau-là, on teste chacun des capteurs, un par un. Okay. Donc, en fait, quand on arrive là, on a voilà, le test du laser quand le robot
et en bas à droite de la boîte. Enfin voilà, on avait testé les positions de robots, on teste l'ensemble des capteurs et il suffit de dire, bah, OK, le capteur retourne bien. Le capteur numéro 4 retourne bien la valeur. Voilà. Donc, ça permet par les tests d'avoir une information précise. Et du coup, quand vous testez l'actuateur, comment vous faites pour dire qu'il a bien fait par exemple, 1 mètre? Il a bien avancé d'1 mètre. Et ben, justement, il y a un côté un peu dynamique dans la chose, c'est-à-dire que comme on a testé avant ça, on l'a testé en environnement statique connu. C'est-à-dire qu'on sait que là-dedans, le capteur retourne la bonne distance. Donc au moment où on enlève la boîte, il y a première valeur du capteur en disant, bah, là, en fait, j'ai un couloir de 4 mètres. Si j'avance d'1 mètre, j'aurai 3 mètres. Et donc, on fait la différence. Donc, il y a ce côté un peu dynamique dans la chose. Et effectivement, par rapport au test-driven development qu'on connaît en génie logiciel, ça donne une dimension qui est complètement folle par rapport à ce qu'on connaît. Bon, un test, c'est rapide à écrire. Oui, alors là, moins quand même. C'est un peu moins rapide. Et il faut prendre en compte l'environnement. Finalement, c'est ça. C'est qu'en logiciel, l'environnement, alors oui, on va le prendre en compte, mais pas tant. C'est un environnement logiciel, oui. Mais on devrait, en fait, le processus qui est décrit ici, c'est juste le processus de test. C'est-à-dire qu'il y a une phase de configuration, en fait, pour être capable d'exécuter un test. Mais c'est vrai, je suis absolument d'accord. Moi, je venais plutôt du domaine des systèmes distribués, donc je suis arrivé le chemin inverse. Ouais. Et ça m'a frappé quand j'enseignais dans le département d'informatique à l'époque. J'avais jamais réalisé jusqu'à quel point, en génie logiciel, c'est du logiciel pur. Oui. Puis que du logiciel existe, dans la tête de certains, indépendamment d'un système sur lequel il est déployé. Exactement. Et c'est ce qui est un peu presque aberrant, parce que du logiciel, surtout aujourd'hui, c'est sûr que si on regarde les environnements cloud et tout, il faut que ça soit déployé. Il n'y a pas de logiciel qui existe sans être déployé. Donc, si on rend ça explicite, effectivement, à chaque fois qu'on fait des tests, donc cette hiérarchie, la hiérarchie de tests existe de toute façon. Hein. Si on va dans des processus DevOps ou autres, on a les unit tests, après c'est les tests d'intégration, c'est exactement la même chose. C'est ça. Mais là, effectivement, ben, certains setups de tests, ben, ils sont physiques au lieu d'être. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Donc, c'est de l'appliquer de façon générale. C'est ça. En fait, on est en train d'expliciter en fait, l'environnement. Absolument. Alors que ce qu'on prenait comme implicite. Quand on fait du TDD, effectivement, c'est complètement implicite. Ouais. Ça marche sur ma machine. Souvent, ça marche sur ma machine. Ouais. Il n'y a pas de raison. Oui, non, mais parce que le déploiement est implicite, c'est-à-dire que je n'ai pas à déployer, c'est mon environnement d'exécution. C'est ça. Je n'ai pas à faire de configuration, c'est mon exécution. On se rend pas compte. Ouais. Et du coup, dans le DevOps, je ne suis pas assez rentré dans le côté DevOps, mais je ne suis pas sûr qu'il est complètement considéré dans la boucle l'explicitation en fait, de l'environnement. Dans des compagnies, ben, en fait, c'est pour ça que beaucoup de gens disent que DevOps, ça s'applique dans du pur IT, dans du pur Information System. Mais que si on va dans des domaines embarqués, je discute avec des gens des transports à la Ville de Montréal, quand on parle de DevOps à la Ville de Montréal, c'est des gens qui travaillent en TI. Mais moi, je travaille avec des feux de circulation, des senseurs qui ont des cycles de vie différents, et là, on se ramasse exactement là-dedans. D'où l'intérêt du jumeau numérique. Enfin, voilà, on y vient du coup un peu plus loin. Alors, le troisième exemple, c'est pareil, quand on commence à travailler sur du matériel, forcément, on va intégrer la notion de FPGA, les unités de calcul ultra performantes et reprogrammables. Alors, moi, quand on me dit un truc reprogrammable et dynamique, je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose à faire. Moi, je vis dans un environnement génie logiciel avec des objets dynamiques. Qu'est-ce qu'on ferait si on arrivait à reprogrammer le processeur à la volée? Finalement, c'était ça, cette question. Pas évident. Pas évident. Mais du coup, dans l'exploitation, on a toute la partie logicielle. On va avoir le côté hardware, mais c'est du VHDL. Hein, c'est globalement, on transcrit de l'orienté objet en VHDL, et puis ensuite, on va pousser le VHDL sur le processeur. Et là, c'est dommage, c'est pas le. L'idée, c'était de réduire cet écart-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'en faisant ça, on y a intégré des tests. Donc on s'est dit, tiens, si on met des points d'arrêt,
comment ça va réagir? Parce que là, j'ai mon environnement logiciel, j'ai mon environnement de simulation, parce que je vais simuler mon VHDL quelque part, et puis si je mets un point d'arrêt finalement sur mon processeur, et ben on a réussi à avoir un point d'arrêt sur notre processeur, et du coup, la cloque s'arrêtait, et on pouvait débugger à la volée notre processeur. Alors attention, quand je dis débugger, c'est identifier le problème. Parce que, après, c'est un problème d'optimisation, mais dès que j'identifie le problème, je reviens au logiciel, je reprogramme mon logiciel, je recompile, donc mon VHDL est modifié, et là, pour le coup, on reprogrammait l'ensemble du processeur. Cela dit, l'exercice était assez marrant à faire. Et, euh, et donc, on avait cette notion de point d'arrêt sur le processeur. Et on est allé sur un cas d'étude, c'est l'identification d'une balle de tennis hein, sur une caméra. Et des choses qui demandent un petit peu de puissance, notamment sur le traitement d'image. Et on était plutôt pas trop mal. On fonctionnait plus rapidement qu'un processeur normal, moins rapidement qu'un FPGA codé par un expert. Justement, on leur laisse l'expertise. Cela dit, ça reste un proto. Ça permettait du coup de développer de manière centralisée, de déployer à distance sur le FPGA. Et donc là, on commence aussi à travailler sur, encore une fois, hein, ces idées, de dire, ah, tiens, on a le matériel, des spécifiques, éloignés, peut-être sur un robot. Vous aviez une question? demandais s'il y avait raison de choisir VHDL plutôt que Verilog. Ah, parce que le VHDL était compréhensible et surtout libre. C'est-à-dire qu'on a la spec de VHDL, alors que Verilog, je crois que c'est fermé comme langage. Il me semble que c'est pour ça qu'on avait choisi ça. Alors l'environnement, l'univers FPGA, c'est un univers qui est un peu complexe à mon sens, d'un point de vue économique. C'est-à-dire que la notion d'open source, c'est pas trivial. Chacun a son propre, enfin, il y a la base, et puis après, chacun a fait des spécifications un peu, ça m'a fait penser à COBOL, en fait. Où, il y a une spec, mais personne ne la respecte, et tout marche. OK. Donc, il ne faut pas trop mettre les mains là-dedans. Et voilà, ça, c'est assez. En tout cas, c'était intéressant. L'idée, c'était d'aller sur un proto de toute façon, c'est-à-dire on aurait pu prendre un autre langage. L'idée, c'était de descendre jusqu'au processeur. C'est de dire, tiens, est-ce un langage orienté objet, dynamique, peut être poussé sur un processeur directement? Voilà. Juste pour être sûr de bien comprendre, là, donc, ouais, là, vous êtes en train d'expliquer que vous avez réussi à mettre en place des systèmes un peu de cran d'arrêt, là, ce qu'on parlait, un peu comme vous faites dans le logiciel d'exception. Il vient lever quelque chose, puis potentiellement faire une action, ou alors au pire s'arrêter, mais il vaut mieux ça que tout casser. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait au niveau matériel, on ne l'a pas avant. Et il y a aussi des choses qui sont, puis je ne me connais pas du tout dans ce côté, en fait, là, pour le coup, au rang dans le hardware, mais qui sont testables dès l'aspect, enfin, des tests un peu plus classiques du logiciel, qui, sans forcément arriver dans la partie physique, dès la simulation, on peut venir détecter qu'il y a des choses qui ne vont pas et donc avoir un premier niveau d'arrêt à ce niveau-là, puis si besoin, un deuxième niveau d'arrêt durant l'exécution. Ouais, c'est bien ça. Ok. C'est bien ça. C'est vraiment le point d'arrêt, on l'a poussé jusqu'au bout. En se disant, bah, finalement, comme ce processeur, l'intérêt du FPGA, c'est qu'on maîtrise la cloque. On peut l'arrêter quand on veut, et on peut la relancer quand on veut. Et là pour les coups, effectivement, on est allé jusque-là. Enfin, encore une fois, c'est un exercice qui est sympathique à faire. Se dire, tiens, si on pousse le génie logiciel jusqu'au bout du matériel, on en arrive là. Vous avez une deuxième question? Non, parce que comme tout VHDL n'est pas synthétisable pour un FPGA, tout code VHDL n'est pas synthétisable pour aller dans le FPGA, alors que le Verilog est un peu. Ah oui, oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Effectivement, du VHDL, il y a une phase de compilation jusqu'au FPGA. Là, pour le coup, il faudrait demander au doctorant qui a fait ça. Je suis pas rentré dans ce. Je suis pas rentré à ce niveau-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt cette partie-là et l'exercice. Mais effectivement, il est rentré un peu dans le système. Ouais, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur ces aspects techniques. J'ai une question pour la co-conception orientée objet avec PGA.
Est-ce que ça ne dépend pas dans quel cas on va utiliser le FPGA? C'est-à-dire, Si on veut utiliser le FPGA dans un équipement de télécom, ça serait différent que si on va utiliser le FPGA dans un robot. Bah, c'est pas les mêmes, c'est probablement même pas les mêmes problèmes logiciels qu'on peut rencontrer. Euh, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé cette question-là. Parce que d'un point de vue génie logiciel, on s'est dit, de toute façon, on arrive tout à modéliser. Et on s'est arrêté là. On s'est dit, nous, on s'est modélisé le monde. bah, Bon, bah, pourquoi pas, finalement. Moi, Mais- dans une ancienne vie, là, j'avais travaillé dans une entreprise de télécom où il y avait de SI. Le côté logiciel, c'était parfait, mais ça ne marchait pas parce qu'ils n'ont pas pris en compte si il y a une tempête de requêtes d'accès, par exemple. Il y a des applications qui existent seulement, enfin des problèmes qui existent seulement en télécom. Alors, le problème, on l'a vu d'un point de vue peut-être un peu différent, c'est-à-dire on a complètement oublié la partie métier. On s'est dit, on va descendre du logiciel vraiment sur le matériel, et après, de toute façon, on n'est pas assez efficace là. C'est-à-dire qu'on est capable de pousser un problème sur finalement un produit, et on est capable de créer un code FPGA. C'était le job. Après, euh, comme dans toute expertise, c'est-à-dire que ce code FPGA, vous le donnez à un expert, et puis lui, il vous le réunise, et il fait quelque chose de bien avec. Mais du coup, il n'a pas besoin de discuter avec les utilisateurs ou de parler de l'intégration avec d'autres logiciels ou avec d'autres systèmes beaucoup plus gros, parce que ça a été fait au niveau logiciel. Parce que c'est le génie logiciel, finalement, qui a cadré le rôle du FPGA. Et du coup, à partir de là, on est capable de leur donner un cadre et ensuite ils peuvent travailler dessus. Ça leur enlève la casquette. Il faut que je sorte de mon univers. Donc, voilà. On l'avait pris plutôt sous cet angle-là, ce problème. Un tout autre exemple. Et je vous ai pris 4 exemples complètement différents. Là, on sort de la robotique. On parle d'interopérabilité. Alors, l'interopérabilité, je reviens sur les systèmes d'information. Système d'information, on est dans des outils qui travaillent ensemble, et puis le système d'information doit faire la passerelle entre tout ça. On a travaillé avec une entreprise là-dessus. L'entreprise nous dit, mais on est tout le temps en train de développer des connecteurs. On fait des connecteurs. Notre vie, c'est de faire des connecteurs. C'est quand même fou. Donc, on a commencé à réfléchir, et puis on s'est dit, mais un connecteur, c'est quand même pas fou comme développement logiciel. Il y a un point d'entrée, il y a un traitement, et puis il y a un point de sortie. Dans le traitement, on a quoi? On a des routeurs, on a des transformeurs, on a des canaux, et puis on a des filtres. Donc, voilà. J'ai dit, tiens, pourquoi ça semble si compliqué? Euh, donc, on a un doctorant qui a travaillé complètement là-dessus, qui a créé un métamodèle de ce qu'est un connecteur, finalement, chose qui était relativement peu faite. Et donc, travailler sur l'interopérabilité, ce n'est pas quelque chose qui intéresse les gens, en fait. On travaille sur nos outils, on sait ce qu'on veut faire. Et puis, finalement, le reste, on dit, oh, c'est bon, en fait, j'ai une API REST. Oui, d'accord, une API REST, c'est un point d'entrée ou un point de sortie. Mais ce qui fait la connexion entre votre point d'entrée, votre point de sortie et l'autre, là, ce passage-là, ah non, mais ça, c'est du réseau. Non, non, c'est pas du réseau. Ça, c'est du logiciel aussi. Donc, on a travaillé là-dessus. Et puis là, finalement, on a créé un métamodèle. Et puis ce métamodèle, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de types de connexions. Finalement, on peut avoir une connexion HTTP, une connexion TCP, UDP. On n'est pas sur les mêmes niveaux de réseau en plus, sur les mêmes couches réseau. On n'est pas sur les mêmes niveaux, on a plein de protocoles différents. Et ben oui, mais si finalement, du reste, ok, c'est du HTTP, mais ce n'est pas du HTTP. On est quand même sur une couche au-dessus, sur une couche applicative. Donc, ok, c'est quand même bien fluide. Et Je me suis dit, tant qu'à être dans les acronymes,
J'aurais vu plutôt DSL que SPL. Alors, on a... on- ça aurait pu. On n'est pas allé jusqu'au DSL, mais on voulait faire du SPL. Alors, le SPL, vous voyez ce que c'est? C'est vrai que je l'ai pas aidé, mais j'arrive dessus. Software Product Line. C'est la ligne de produit logiciel. C'est-à-dire que globalement, j'ai plein de composants. Je suis capable de les assembler. Alors, c'est pas aussi simple. Hein, c'est pas aussi simple. Il y a un graphe derrière. Mais globalement, je suis capable d'assembler tout ça et d'en créer un logiciel qui fonctionne. Et finalement, on l'a fait là-dessus. On s'est dit, bah, OK, il y a le point d'entrée, ensuite il y a le filtre, ensuite il y a la connexion des canaux, ensuite on va router ça. Il y a plusieurs modèles de routage. Il y a le modèle avec des routages en dur, il y a des modèles plusieurs canaux. Bon, il y a toute la partie transformation. Et OK, je prends un document de type texte. Finalement, il faut que ce soit un CSV. C'est un document texte, mais avec des points-virgules ou des virgules. Peut-être les deux. Voilà, toute cette partie-là. Et puis ensuite, on repart sur la connexion. Et puis, on voit tout ça. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. On a développé le métamodèle, on a développé l'approche Software Product Line. Et puis du coup, on a le framework de développement de la chose. Oui. Oui, juste pour être clair, on parle d'interopérabilité ici. C'est évident qu'il y a interopérabilité de protocole, mais il semble suggérer qu'il y a aussi interopérabilité de données. Je parle de la sémantique, par exemple, des données. Oui, exact. Donc, il y avait les deux dedans. Exactement. Okay. Alors vous avez complètement raison. La partie sémantique, le doctorat n'a pas pu aborder le sujet. Sémantique, c'est work in progress. Mais effectivement, on n'a pas abordé ça. En fait, si on remonte sur la partie sémantique, effectivement, en plus, dans notre laboratoire, on serait complètement amené à le faire, puisqu'on ramène à l'utilisateur toute la partie sémantique. Mais ce qui est fou, c'est qu'on s'est dit ça, euh, travailler sur un connecteur, ça va nous prendre 6 mois. À la base, on était parti, on dit bon, on va commencer par ça, et puis très vite, on va partir sur la partie sémantique. Il a passé 3 ans dessus quand même. C'est pas rien, et c'était pas un mauvais doctorat. Mais c'est vraiment complexe en fait. Et on ne se rend pas compte ça d'un point de vue génie logiciel. Les génies logiciels, finalement, on ne s'y intéressait pas trop. Ceux qui font des systèmes d'information, pour eux, c'est obscur. Donc, ils font un pont, ils font une connexion, et puis ça va bien. Et puis finalement, les entreprises, elles font des passerelles. Des gens qui codent et qui recodent tout le temps la même chose, en fait. C'est ça qui est complètement fou. C'est que c'est tout le temps la même chose qui est recodée. Donc là, il y avait quelque chose à faire. Merci. Bon, voilà. Alors, ça nous amène en fait à. C'était le titre de la présentation, finalement, on arrive quasiment au bout. Alors, c'est finalement le jumeau numérique. Le jumeau numérique, il arrive un petit peu comme tout le reste, c'est-à-dire qu'on a un aspect matériel, et puis il y a des compétences génie logiciel. Et finalement, on arrive à croiser les deux mondes à cet endroit-là. Pourquoi finalement on fait du jumeau numérique? Alors, je replace le projet dans un contexte qui est finalement très européen. On parle de réindustrialisation de la France et de l'Europe. C'est très politique, mais globalement, au moment du Covid, on a fermé toutes les frontières. Toute notre production était en Chine. Et on s'est dit, mince, alors on n'a pas de masque, on n'a pas de Doliprane. Alors, le Doliprane, en ce moment, c'est un sujet. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous voyez de votre côté, hein, mais c'est un vrai sujet parce qu'on a quand même l'entreprise créatrice du Doliprane qui est en train de vendre aux Américains. Ça nous gêne un petit peu. Pas trop, trop. Ok. Mais, donc, on dit réindustrialisation de la France. Pourquoi? Parce qu'on veut ramener quand même la production. La France est devenue un pays à service. Hein. Toute la production a été délocalisée. Et donc, on essaye de réindustrialiser la France, sauf que comme on coûte beaucoup plus cher que d'autres pays, c'est un peu compliqué. Donc, il va falloir optimiser les choses. Donc, l'idée, c'est d'aller optimiser les systèmes industriels. Alors, aujourd'hui, on les optimise sur le terrain. C'est-à-dire, on prend une machine, on optimise, on calcule les temps, tout ça. Sauf qu'on n'a pas une vision holistique de la chose. C'est compliqué d'avoir cette vision globale, se dire, mince, l'optimisation d'une machine, ça on sait faire. L'optimisation de la chaîne,
on sait moyennement faire, et l'optimisation de l'entreprise est suivant l'axe qu'on veut, parce qu'on peut avoir un axe complètement sur l'énergie. Je veux réduire ma consommation énergétique. Ok, c'est bien, mais quelle machine? Est-ce que je coupe la machine? Ça, dans le génie logiciel, c'est marrant aussi, hein. On parle de DevOps tout à l'heure, ce genre de choses. On a des serveurs d'intégration continue qui tournent en permanence. Finalement, si je recompilais une fois tous les 2 jours plutôt qu'une fois par jour, ça aurait quel impact? Vraie question. Pour le coup, les serveurs tournent, eux, mais finalement, si, est-ce que ça a un impact sur moi, mon développement, une fois tous les jours, une fois tous les 2 jours? Peut-être pas tant. Par contre, sur le coût d'électricité, ça devrait avoir un impact. Du coup, finalement, on utilise l'outil logiciel pour piloter et pour améliorer. Ça, c'est la partie système d'information. On est là pour ça. Il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant dans le jumeau numérique, c'est que finalement, il va pouvoir non seulement... Alors, le jumeau numérique, hein, je rappelle ce que c'est un modèle dynamique. On peut le résumer à ça. Alors, résumer à ça, ça veut dire, OK, c'est un modèle. Ça veut dire que j'abstrais mon matériel. Et dynamique, pourquoi? Parce qu'en fait, il est connecté constamment à son jumeau physique. Donc là, on parle d'interopérabilité. Ça ramène à des sujets dont je parlais juste avant. Mais surtout, il collecte de la donnée constamment et se met à jour. Donc ça veut dire que je peux prototyper, je peux tester, je peux développer des scénarios en disant, bah, OK, là, mon système il est dans un état, et finalement, si je coupe un truc, qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne de prod? Mais du coup, c'est un modèle. Donc, quand on parle de jumeaux numériques, aujourd'hui, le jumeau numérique, si vous regardez les publications scientifiques, hein, entre 2019 et 2022, fois 6. Nombre de publications avec le mot-clé jumeau numérique. Alors, tout le monde fait du jumeau numérique aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. De toute façon, pour avoir des budgets, il faut faire du jumeau numérique. Donc, tout le monde en fait. Il faut dire que je me suis posé la question. Quand j'ai vu l'annonce, je me dis, ah, ça m'intéresse, mais je me suis posé la question, c'est quoi un jumeau numérique? En fait, la façon dont tu l'as défini, pour moi, ben, tout système logiciel qui est connecté à du hardware a une mesure de jumeau numérique. Alors, C'est to some extent, il y a un jumeau numérique. pas vraiment. Okay. Parce qu'en fait, alors pourquoi pas vraiment? Parce qu'il pourrait l'être, mais pas vraiment parce qu'un système logiciel, lui, va collecter la donnée et va la traiter pour la réinjecter dans le système. Oui. Pour autant, ce n'est pas un jumeau numérique parce qu'il ne représente pas l'utilisation de la machine, il ne représente pas le système physique, il est juste un élément de ce système-là, de ce process-là. Le jumeau numérique, c'est un modèle. Ça veut dire que j'ai une étape 1, une étape 2, une étape 3 dans mon processus. J'ai bien mes 4 boîtes, les 3 boîtes, pardon, et les liens entre ces boîtes-là. Ma compréhension du jumeau numérique, c'est un modèle explicite. Oui. Et en fait, c'est le fait que ça puisse être temporairement déconnecté. Et que donc, dans un contexte où tu ne peux pas avoir les mesures tout le temps à temps réel, tu peux continuer à raisonner sur ce modèle connecté. Ça c'est un des comportements qu'on attend du jumeau numérique. Okay. Effectivement. Oui. Mais ça dépend du type de jumeau numérique et ça dépend du système avec lequel le jumeau numérique est associé. Parce que les jumeaux numériques peuvent être associés avec différents types de systèmes. On peut avoir un jumeau numérique, par exemple, associé avec un système physical object qui va juste faire le monitoring d'un pont. Donc, on ne peut pas agir, il n'y a pas de comportement, mais là, effectivement, c'est presque un dashboard. C'est presque, dans certains cas, on peut parler de digital shadow, voilà, mais peu importe. Mais après ça, on peut avoir des jumeaux numériques, par exemple, qui sont associés à des chaînes de production. On peut avoir des jumeaux numériques qui sont utilisés, par exemple, pour faire le monitoring. Il y a des gens qui ont utilisé des jumeaux numériques pour faire le monitoring dans le temps de la COVID, où là, on est dans des systèmes sociaux ou socio-techniques, peu importe. Donc, dépendant du type de scène, dépendant de la raison d'être, the purpose of the digital twin, là, le type de données qu'on va utiliser, le type de mécanisme utilisé pour les données, ce qu'on va en faire, le type de modèle va varier grandement. Mais je pense qu'on s'entend pour dire qu'il faut que le jumeau numérique nous permette de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans
C'est ça, c'est ça. Souvent, on va chercher à scénariser, c'est-à-dire, et si... Pour qu'il y ait une purpose, there has to be a purpose. Voilà. Puis il y a un certain nombre de services qui sont fournis par le jumeau numérique qui sont en lien avec le Exactement. purpose. Là, vous disiez, le jumeau numérique, il est dépendant du système qu'on va observer. Absolument. Et de ce qu'on veut analyser Et- du système. Et moi, ce que je dis en génie logiciel, c'est qu'il dépend de l'observateur. Aussi, mais c'est ça, je dis. The purpose, donc il faut qu'il y ait une raison d'être Exactement. qui soit définie par les utilisateurs. Et ensuite de ça, à partir de ça, on va déterminer les modèles, on va déterminer les données qu'on a besoin, puis les services qu'on veut fournir à l'utilisateur. Et ces services-là peuvent être une boucle de contrôle sur le système lui-même, dans certains cas, mais peuvent aussi servir à donner des directives aux gens, par exemple, de la santé publique, pour mettre en place les politiques. Donc, il y a Exactement. plusieurs utilisateurs. Exactement. C'est vrai que nous, on est plutôt sur le côté industriel. Exactement. Donc forcément, Exactement. la machine, elle est physiquement là. Ouais. Mais en réalité, sur les quelques thèses qu'on a, notamment on a une thèse sur des flottes de drones. Une flotte de drones, finalement, c'est quoi un jumeau numérique d'une flotte de drones? Ouais. Et ben là, pour le coup, il y a plein de questions, mais presque des questions existentielles. C'est-à-dire qu'un drone peut avoir son jumeau numérique. 3 drones, ça peut être un jumeau numérique, si l'émission de chaque drone. Et donc, mais le jumeau numérique n'est pas représenté dans la réalité. C'est un ensemble de quelque chose qui est représenté. C'est une Ça abstraction. peut facilement être un système of system aussi, parce que comme tu dis, ça peut être un ensemble. Exactement. Et c'est là que le système de système, dans un jumeau numérique, il a plusieurs dimensions. C'est-à-dire que le jumeau numérique peut être un système de système, mais il Il peut est être associé avec un système de système. associé à un système de système aussi. Ouais. Et là, du coup, on commence à se perdre dans ces dimensions-là. Et là, forcément, le génie logiciel, il a tout son sens pour modéliser, cadrer toutes ces choses-là. Oui. Une des questions fondamentales en génie logiciel, je pense, là, je ne sais pas ce que les gens pensent, mais le développement du mot numérique est essentiellement, fondamentalement, un processus multidisciplinaire. Parce que si je développe un mot numérique pour, par exemple, un building intelligent, moi, je suis ingénieur logiciel, je ne suis pas spécialiste de la qualité de l'air, je ne suis pas spécialiste du confort thermique, je ne suis pas spécialiste du confort auditif. Okay? Et la question qu'on se pose, parce que je suis pas impliqué dans certains projets, mais c'est quoi notre rôle en tant qu'ingénieur logiciel dans un projet de numérique? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et notre rôle c'est de réussir à modéliser. Et c'est pour ça que le problème de la modélisation, on l'a dit à l'instant, c'est modéliser un système, abstraire un système, mais en fonction de l'observateur, de celui qui l'utilisera. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire au génie logiciel. Mais les gens de d'autres domaines, par exemple de génie mécanique ou de génie de la construction, savent modéliser aussi. Ils modélisent des choses différentes. C'est ça, d'une autre manière. Mais il leur manque beaucoup l'automatisation. Mais toute cette construction-là, je reviens en arrière. Ouais. Cette construction, en fait, c'est pour ça que je l'ai appelé Jungle, parce que vraiment, on a l'impression que c'est quand même le fou. C'est un bon accent. Alors, bon, on a parlé des verrous, hein, finalement, on les a abordés. On dépend des systèmes cyberphysiques. Pourquoi on dépend des systèmes cyberphysiques? C'est parce qu'en fait, on collecte de la donnée. Ça veut dire qu'on collecte de la donnée, donc on dépend d'un capteur. Et si on veut avoir une boucle de contrôle, on dépend aussi d'un actionneur. Mais du coup, au moins d'un capteur. Oui. Ça fait plusieurs fois que vous revenez sur le fait qu'un génie numérique modélise un système physique, et pas forcément. J'ai lu des articles sur des jumeaux numériques qui modélisaient des trafics réseau, par exemple. Oui, complètement. Mais le trafic réseau, c'est un système physique. Non, pas le réseau logiciel, c'est ça? Oui, pardon. oui. Réseau informatique. Je voyais réseau routier. Pardon. Non, pas alors oui, c'est un défaut enfin un défaut. Non, c'est le laboratoire travaille sur des systèmes industriels. Donc, on modélise des systèmes physiques. Mais je suis d'accord avec vous, le jumeau numérique, il peut très bien modéliser un système logiciel. Pourquoi pas? Un logiciel qui est en cours de fonctionnement. J'en crée une abstraction au moment de ma conception. Hein. Je fais mon approche orientée objet. Je fais ma conception, pas de problème. Et après, comment mon modèle évolue par rapport à mon système physique.
Et du coup, mon système physique, c'est un logiciel, il n'est pas vraiment physique, mais il est en exécution. On va peut-être parler de système en exécution. Mais effectivement, c'est un défaut de langage à noter. Contextuel. C'est contextuel. Euh, alors aujourd'hui, les jumeaux numériques, si on regarde hein, ce qui se fait, sont développés sur des éléments très spécifiques, peu adaptables. C'est-à-dire que je prends un élément, je crée un jumeau numérique. Donc chez nous, c'est plutôt des automaticiens qui travaillent là-dessus. Après, sur des systèmes de santé, ça va être des spécialistes de la santé qui vont travailler dessus. Mais du coup, ils sont peu adaptables et spécifiques. Ça veut dire qu'on a du mal à monter en abstraction et dire, bah, tiens, ce qu'on a fait là, j'aimerais pouvoir le déployer quelque part. Alors, il n'y a pas de standardisation. Il y a une norme ISO qui existe. La norme ISO, elle est orientée industrie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas orientée jumeau numérique, hein, c'est jumeau numérique pour l'industrie. Je ne me souviens plus de la norme, du numéro de la norme. Et du coup, alors, en termes d'outils, oui, La norme, c'est par rapport au format ou comment à Ça- son utilisation, c'est quoi? ça peut être le format, ça peut être l'utilisation, ça peut être. En tout cas, aujourd'hui, la norme, si vous la lisez, elle fait quelque chose comme 4 pages et dit globalement, qu'est-ce qu'un jumeau numérique? Ok. C'est un modèle dynamique. Voilà. Il y a Vous n'avez pas besoin de la lire. Ok, donc il confirme ton point de vue par rapport au point de vue de Apple, c'est ça? Le Pardon. standard confirme ta définition C'est- de jumeau numérique. Et voilà. Non, alors, c'est mon interprétation du standard. Il y a un groupe de travail dans l'OMG aussi. Pardon? Il y a un groupe de travail à l'OMG. Oui, exactement. Il y a un groupe de. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ça manque de standardisation, mais le travail est en cours. Donc, à l'OMG, il y a un groupe de travail. Au CNRS en France, il y a un groupe de travail. À l'association de l'industrie, il y a un groupe de travail. Donc, tout le monde se met à travailler, en disant, OK, finalement, un jumeau numérique, c'est quoi? On arrive sur à peu près cette définition-là. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir matérialiser, modéliser quelque chose et pouvoir agir dessus sans agir sur le réel système. Donc, ça nous permet d'aller un pas au-delà et d'anticiper, donc de prendre des décisions. C'est un outil d'aide à la décision. C'est la norme 23-24-7 pour ceux qui s'intéressent. Merci. Alors forcément, ils dépendent de tous ces éléments-là. Et puis forcément, tout à l'heure, je disais, les lois de Lehman, toujours pareil. C'est un système logiciel complexe. Donc, la structure augmente, elle est d'autant plus complexe qu'on est sur des systèmes de systèmes, et du coup, elle se détériore avec le temps, si on n'y fait pas attention. On a besoin d'une robustesse et de la stabilité. Aujourd'hui, on parle de fidélité avec l'entité physique. C'est-à-dire qu'un modèle, oui, c'est une abstraction, mais il doit rester fidèle à son entité physique. Et là, pour le coup, on n'en est pas sûr. C'est-à-dire que les outils, aujourd'hui, les jumeaux numériques sont conçus, posés, et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais du coup, comment le cycle de vie du jumeau numérique est en phase avec le cycle de vie du système observé? Pas mal de questions là. La cybersécurité, forcément, vous ajoutez des éléments pleins, connectés et tout. Alors là, je vous assure, hein, dans les entreprises, ça passe moyen. On parle de cybersécurité, contexte politique mondial, enfin bon, voilà. Il faut quand même le considérer. Ça, en génie logiciel, on a des groupes de travail qui bossent dessus. Pour autant, ça reste des éléments assez transverses et on a du mal à les considérer à conception. Alors, ça fait 40 ans qu'on n'arrive pas à les considérer à la conception, donc je ne suis pas sûr qu'avec le jumeau numérique, ça s'améliore, mais du coup, là, il y a du pluridisciplinaire à aller chercher, notamment avec les spécialistes. Puis, bien sûr, l'efficacité énergétique et l'impact environnemental, c'est un élément qui est important parce que quand on parle de jumeau numérique, on dit ah, on traite plein de données. OK, on fait de l'intelligence artificielle. OK, mais ça, est-ce que finalement, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant de créer un jumeau numérique d'un truc et on est en train de cramer une centrale nucléaire? Il faut être peut-être un peu raisonnable dans la chose, c'est-à-dire que jumeau numérique, OK, mais quel niveau d'abstraction? Finalement, on en est là. C'est si l'abstraction est trop fine,
on va collecter plein de données, et puis après, on va avoir des entrepôts big data, comme on fait depuis 10 ans, et on ne sait pas exploiter. Le big data, hein, je veux dire, aujourd'hui, on ne sait toujours pas l'exploiter. Par contre, on a stocké la donnée, et puis surtout, on ne veut pas la perdre. On ne sait jamais, un jour, elle sera utile. Je ne sais pas si vous allez en parler, mais il y a la notion de l'availabilité. Quand on, dans des jumeaux numériques, comme ça, on peut établir c'est quoi les requirements pour un certain niveau de détail. Ça va être dépendamment des besoins qu'on a. Donc, c'est au 3D, quelle information on a besoin. C'est ça. C'est vraiment l'observateur qui définit la chose. J'en parle pas beaucoup, effectivement, là. Je ne sais pas trop, c'est facile. Ouais. Bon, du coup, ça, c'est le travail que je fais actuellement dans tout ce bazar. Euh, Aujourd'hui, j'ai 3 thèses autour de ces sujets-là, dont une en co-tutelle avec Polytechnique de Montréal, qui se situe là. C'est comment on est capable, finalement, on a un système physique. Alors, encore une fois, on revient sur le système physique. On a même placé du SCADA. On est allé jusqu'au bout, on s'est dit, OK, on définit le protocole. Et finalement, là, on veut avoir un jumeau numérique qui va nous permettre de faire de l'analyse d'impact, de faire de la prédiction, de la détection de la prédiction, avec potentiellement un simulateur. Vous voyez bien que le simulateur, c'est quelque chose de pratique, mais pas que. C'est-à-dire un jumeau numérique n'est pas forcément là pour simuler. Il est là pour observer, pour faire de la détection, mais pas forcément simuler. Et souvent, on confond, souvent on dit jumeau numérique, ah, c'est un simulateur plus plus. Non, un jumeau numérique, c'est un modèle dynamique sur lequel on peut pencher un simulateur. C'est important de bien l'identifier. Et vous allez voir que dans les mots-clés, il y en a beaucoup que vous allez pouvoir enlever dans votre état de l'art. Donc, en temps réel, vous avez des données, vous pouvez ajouter, alors supplétive data, c'est lorsque votre système physique, nous, l'idée qu'on a au niveau des systèmes industriels, vous savez, vous avez des machines, tac, 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 vous faites des opérations plus ou moins automatiques, et puis il y a un truc qui fonctionne plus, un capteur qui fonctionne plus sur la chaîne de production. La chaîne de production s'arrête. Finalement, ce capteur, si on est capable de le remplacer par une donnée supplétive, ben, du coup, ma chaîne de production peut continuer, et puis je fais un contrôle manuel. Mais je ne mets pas en rade l'ensemble de ma chaîne de prod. Donc, c'est assez simple et finalement, pas tant. Du coup, on travaille là-dessus. Sur ces éléments-là, on dit, OK, comment on est capable de redéployer du code? Donc là, finalement, c'est la notion de résilience qu'on va intégrer avec le jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on a identifié un problème. Sur ce problème-là, j'ai du code distribué, je suis capable de modéliser mon problème. Si je modélise mon problème, comment je peux redéployer? Juste interrompre. De devant. Oui, ça, on a prévenu au début. Je ne pensais pas avoir mis autant de temps. Je peux vraiment déconner. Moi, comme je suis cuisinier, je peux arriver en retard. Assemblée. Donc voilà, là, on a toute une partie où on veut redéployer finalement du code source à partir finalement du modèle. À partir du modèle, on régénère du code et puis Donc là, on revient sur les problématiques qu'on avait pu imaginer sur le FPGA, ce genre de choses. Et puis la troisième partie, où là, on est sur le système de système. Et donc là, c'est dire, OK, on a un jumeau numérique. On a plusieurs jumeaux numériques. Finalement, c'est plusieurs jumeaux numériques. Est-ce que si je les assemble, j'ai un jumeau numérique? Ou est-ce que j'ai un assemblage de jumeaux numériques? Oui, mais est-ce que je vais pouvoir tenir la charge? Ça ne passera pas. D'un point de vue réseau, ça ne passe pas. Du coup, le seul moyen, c'est d'abstraire encore, d'aller encore à un niveau dessus. Donc là on a une thèse, encore une fois, qui travaille là-dessus. Oui. Vous avez des données spatiales ou c'est vraiment uniquement des données par rapport aux capteurs et tout ça? Alors, aujourd'hui, on est sur des données qui viennent des capteurs. Okay. Voilà. Donc ça, c'est une thésarde qui est ici. C'est pour elle que je suis là aujourd'hui. Du coup, qui nous a fait une démonstration
d'un digital twin. Donc le robot que vous voyez derrière, c'est un robot copie. Alors, robot copie, ça sort d'INRIA Bordeaux en France. C'est un robot qui est complètement open source. Les pièces sont open source, tous les outils sont open source, donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir tout connecter, on achète les moteurs, on a une imprimante 3D, et on construit le robot. Et c'est un petit robot, hein, il n'est pas plus gros que ça. Euh, et du coup, comme le simulateur est open source aussi, on s'est dit, bah, on va commencer à travailler sur un élément, un simulateur, et puis un robot. Puis on va essayer de connecter tout ça. C'est-à-dire d'avoir l'information temps réel. C'était les prémices finalement du jumeau numérique qu'on faisait, hein, ça c'est juste en stage de master. Et de là, donc elle a fait toute l'architecture avec du MQTT, avec voilà, toute une architecture logicielle. Elle présente pas mal de choses hein, dans sa vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va lancer un peu plus loin l'exécution du jumeau numérique. Donc, vous voyez, hein, bon, on voit bien les canaux MQTT qui traînent. C'est bien. Elle a, c'est ça, la petite carte électronique qu'elle montrait, c'était globalement le robot. Si j'allume la lumière, en fait, s'il y a une personne dans la pièce, le robot va prendre le cube et bien l'autre. C'était un exemple jouet. Donc, on a des capteurs qui sont d'un côté, on a le robot qui sont de l'autre. Alors, on aime bien montrer que on fait de la ligne. Hein, ça, c'est le lancement de l'ensemble des scripts. Et en fait, à ce moment-là, on se rend compte que le jumeau numérique, lui, va jouer, va bien fonctionner, et pas le robot. Et simplement parce que sur le robot, on a des moteurs un ou deux moteurs qui fonctionnent mal. C'est des tout petits moteurs qui ne valent pas grand-chose, et au bout d'un moment, ils chauffent assez rapidement, et donc faiblissent pas. Du coup, ils ne réagissent pas du tout de la manière dont on souhaite. Et donc, le jumeau numérique est capable d'identifier ça. Et lorsqu'il l'identifie, on arrive sur ce qu'on disait sur le test Open Development, c'est-à-dire qu'on est capable d'identifier exactement le moteur qui fonctionne pas. Donc là, vous voyez, il y a le robot réel ici, il y a le simulateur, et vous voyez qu'en fait, ils ne réagissent pas du tout de la même manière. Et ils sont connectés. Ils sont connectés au flux numérique. On a un modèle qui fonctionne, et sur le modèle, on va voir apparaître le statut du robot, où on a un problème sur le moteur 1 et le moteur 6. Simplement. Donc, c'est les prémices de ce qu'on a pu faire. C'est plutôt intéressant comme tableau de bord. Voilà, globalement. Merci. Merci. Merci aussi. Voilà, aujourd'hui, on parle de 3 axes de recherche. Il n'y a pas que ça, mais ce sont peut-être principalement les éléments qui m'intéressent. Une approche système de système. En fait, on ne peut pas faire différemment. Je ne pense pas qu'on puisse faire différemment. On est obligé de réfléchir système de système. Donc, réfléchir abstraction, donc réfléchir connexion entre les différents systèmes et pilotage d'un point de vue global. Il faut qu'on travaille sur la granularité. La granularité, il y a eu plusieurs questions, on en a parlé, mais la granularité, elle dépend et du système et de l'observateur. Et beaucoup de l'observateur. Ensuite, il y a la partie ligne de produit, c'est-à-dire qu'à un moment, un jumeau numérique, de la même manière, on commence à avoir un peu d'expérience sur les jumeaux numériques de ligne de production, mais c'est tout le temps les mêmes composants. À un moment, il va falloir qu'on arrive à monter sur de l'abstraction et peut-être aller sur la ligne de produit. Hein. Je dis peut-être, c'est peut-être à plus long terme. Il faut prendre un petit peu de temps, il faut déjà monter l'abstraction, maîtriser ça pour ensuite monter sur la ligne de produit. Sur la ligne de produit, il faut intégrer toute la couche de traitement de données et IA. On n'est pas sur un simple logiciel. On est encore une fois sur un jumeau numérique, c'est un logiciel, c'est du traitement de données,
c'est des bases de données, c'est de l'intelligence artificielle, c'est du matériel. Voilà, on rentre dans une dimension qui est différente. Et bien sûr, tout ce qui est outillage de développement. Et puis, l'approche cycle de vie, finalement, c'est comment on maintient la fidélité d'un jumeau numérique par rapport à son système et par rapport à son utilisateur. Parce que la fidélité par rapport au système, c'est quoi? C'est ce qu'on ne sait pas bien faire en génie logiciel. Hein. C'est-à-dire qu'on crée un fichier, un diagramme UML, on développe, et puis là, on se rend compte que c'est désynchronisé. Et puis jamais on revient sur ce diagramme-là parce que de toute façon, il est obsolète. Le jumeau numérique, il ne peut pas se permettre ça. Donc là, on rentre dans le dur. C'est-à-dire qu'on rentre dans quelque chose qu'on n'a jamais réussi à faire, et pour autant, je pense qu'on était capable de le faire. C'est juste qu'on n'en voyait pas l'intérêt. Là, maintenant, il faut y aller. On n'a pas le choix. Le TDD, c'est là qu'on va certainement avoir une piste. C'est-à-dire que si on arrive à développer par les tests, forcément, on est capable régulièrement de tester la fidélité du jumeau numérique par rapport à son système physique. Et là, vraiment automatiquement, avec tout ce que ça nous apportera. Je pense que le DevOps ça va avoir un rôle à jouer là aussi. On en a parlé un petit peu, mais comment on intègre du DevOps? Alors, avec du matériel, avec tout ça, on disait, bah oui, mais dans le DevOps, on n'intègre que le matériel, il faut l'intégrer. C'est pareil, on commence à rentrer dans des dimensions qui dépassent finalement le génie logiciel et sur lesquelles il va falloir qu'on aille chercher. Il faut des robots physiques pour assembler le système sur lequel. Pourquoi pas? Et puis bien sûr, unifier toutes les approches, mais ça, c'est notre rôle de softeux d'unifier les approches. Donc, on est très bon. J'en ai fini ici. Je vous remercie. Ça a suscité beaucoup de questionnements. J'ai jamais vu autant de voix